de l'État, on l'a constaté, tout le monde s'amuse à le dire et s'accorde au moins à dire qu'on a besoin de réduire ce train de vie de l'État pour donner un coup de main. On pas fouiller les niches d'argent un peu partout, sauf là où il faut. Et aujourd'hui, les uns et les autres se demandent finalement, apôtre Charlemagne Adam, quand est-ce qu'on va finalement lancer cette réduction du train de vie de l'État, parce que tous les Camerounais attendent. Le panier de la ménagère, c'est devenu la catastrophe, on a du mal à se nourrir, régler nos factures, c'est des problèmes, le privé n'arrive plus à porter les salariés, puisque même les pays, ça devient compliqué, et pendant ce temps, bien qu'on comprenne que certains postes de responsabilité imposent un certain confort, mais il y a quand même des conforts excessifs qu'on peut réduire pour permettre au pays de renflouer les caisses et laisser un peu le Camerounais lambda, j'allais dire le pauvre Camerounais, respirer. C'est possible quand même. Oui, Madame Ngezele, sauf si nous on oublie qui nous sommes. Okay. Nous sommes on nous appelle normalement les indigènes. Alors vous êtes indigène? C'est comme ça qu'on nous appelait. C'est qui? Mais vous savez, ce pays a été à un moment donné sous la direction. On ne peut même pas dire colonisé, mais on peut utiliser ce terme-là. Il y avait des blancs. Mais je suppose que c'est le cas aujourd'hui. Je ne sens pas indigène. Vous avez, Madame Gazelle, vous avez déjà surpris le président de la République un jour, peut-être en Boubou. Un bon Djibéré, un Gandoura. L'occasion de le voir en chemise. Mais quand ce qu'il faut dire, c'est que eux, ils ont cette mentalité-là, cette mentalité coloniale, qui, n'est-ce pas, les amène toujours à traiter leurs frères, leurs compatriotes, comme des indigènes, qui n'ont pas droit au courant, qui n'ont pas droit qui n'ont pas droit au plateau technique, qui peut permettre à ce que les gens se soignent aisément. Les indigènes n'ont pas droit à avoir de la bonne nourriture. Les indigènes n'ont pas besoin de s'habiller normalement. Pour dire que, bon, à l'époque, quand les colons étaient là, eux seuls avaient de belles maisons, eux seuls avaient de belles voitures. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui au Cameroun, c'est ce qu'on reproduit. C'est-à-dire, vous devez... Avoir une belle maison, c'est un problème de prime abord. Ça devient un problème. C'est pas la maison. Regardez, c'est pour cela que je dis que nous sommes... C'est le coût de la maison qui est le problème. Arrêtez une belle maison. Tout le monde a envie d'avoir une belle maison. J'ai envie d'avoir une belle maison. Regardez, Madame Gezele. C'est le coût de la maison qui est puisé dans les poches des Camerounais. Regardez, Madame Gezele. On construit... Il y a la SIC qui fonctionne. N'est-ce pas? La société immobilière du Cameroun, n'est-ce pas? Qui fonctionne, on a des camps qui sont construits un peu partout, mais à un moment donné, on transforme, ça devient, n'est-ce pas, une garnison militaire. Ça devient, comment il va appeler ça? Une caserne, pas une garnison, une caserne militaire. Où, normalement, nous savons que quand on fait ce genre de choses, c'est pour permettre à ce que le motoman, le taximan, pour permettre à ce que le petit Camerounais puisse avoir au moins un logement digne de ce nom, où il peut avoir des toilettes modernes, où il peut avoir des choses comme ça. Mais on dit non, vous n'avez pas le droit à tout ça, aller là-bas. On peut faire loger nos militaires là-bas. Et pendant ce temps-là, ils sont dans un... C'est pour ça que je dis que tout à l'heure que Dieu les a punis. Donc maintenant, vous allez vivre dans les hôpitaux. Vous allez laisser toutes ces belles maisons-là, vous allez vivre... Donc, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'ils n'ont pas envie de réduire et ils ne vont pas le faire. Parce qu'on a vu quelqu'un qui a été justement remercié parce qu'il avait pris des initiatives. On lui a dit, mais toi, tu prends les initiatives en tant que qui? Est-ce que tu t'es référé à la hiérarchie? Donc, les gens ne sont pas nommés pour travailler. On les a nommés là pour qu'ils, n'est-ce pas, consomment, n'est-ce pas, l'argent du budget qu'on leur remet. Ils sont là pour... vous allez voir... Avec le renouvellement c'est-à-dire l'élection de Cavaille et de Niat, ils auront directement encore de l'argent pour la dotation, pour l'achat d'une nouvelle véhicule. Donc vous allez voir, ils vont prendre des voitures de 70 millions, de 100 millions. Ils vont le faire. Bon, maintenant, vous allez voir,
le président de la République ne va pas se plaindre de ça. Il ne va pas dire à ses amis que non, vraiment, l'argent que vous utilisez pour acheter les véhicules, là, ça peut aider. Ça peut créer des points d'eau pour que les Camerounais, au moins, aient de l'eau potable. Il ne peut pas se plaindre. Bon, et ce n'est que normal, puisque vous voyez aujourd'hui avec... la gabégie financière qui s'est installée là, c'est parce que justement les gens ont l'argent dans leur bureau, ils ne savent pas quoi en faire. Puisque quand vous allez... du coup, ils ne ressentent pas l'urgence de réduire. Non, ils ne peuvent pas réduire, puisque chaque jour ils sont en contact avec de l'argent liquide. Vous avez vu un ministre de la Com qui était votre tuteur à un moment donné, s'est retrouvé avec l'argent à l'État Bandion. Parce qu'il ne sait pas comment faire pour garder cet argent-là, comment transporter cet argent. Et on lui dit, mais monsieur le ministre, comment vous avez fait? Il dit non, il voulait juste, n'est-ce pas? Il voulait faire quoi? Si ce n'est pas frapper cet argent. Donc c'est pour cela qu'on dit que, en réalité, ces gens ne peuvent pas réduire. Ils sont habitués à vivre comme des blancs. C'est le terme que nous on utilise au quartier. Ils sont habitués à vivre comme des blancs, à manger comme des blancs, à s'habiller comme des blancs. Il n'est pas question de faire. Non, ils ne peuvent pas. Ça ne concerne pas. À nous autres, on dit serrer la ceinture, on fait que serrer la ceinture. Bientôt, nos reins vont se couper. Voilà pourquoi on a besoin beaucoup plus aujourd'hui de constater que quand Sankara avait pris le pouvoir au Burkina Faso, il a réduit d'abord son propre train de vie, avant de penser, n'est-ce pas, à réduire le train de vie des autres. Lui-même, il a roulé dans un véhicule qui, n'est-ce pas, présenté, dans un véhicule normal. On pouvait le retrouver en train de faire du sport, on pouvait le retrouver en train d'aider les citoyens, soit à bâtir quelque chose. Il était toujours là avec le peuple. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'au Cameroun, tant que nous n'aurons pas notre révolution, et que, n'est-ce pas, on est des modèles. On ne va pas, si on vous nomme même la Madame Ngezele, si on vous nomme la ministre des Affaires... des Finances. Non, on ne peut pas, on n'a pas. Si je dois être bon, je vais faire un vrai ministère. Affaires sociales. Je ne veux pas affaires sociales. Quand vous serez là-bas, on va vous dire, non madame, ici, là, vous allez trouver là, les directeurs, là, ils vont vous accueillir avec de dons Petros, avec toutes sortes de bons vins pour vous dire, madame, vraiment bienvenue, madame la ministre. Bon, vraiment, ici, là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu manges et tu te tais. Tu manges, tu restes tranquille. Moi, voilà mon rôle. Je mange de ce côté, l'autre mange de l'autre côté. Donc, vous êtes tranquille. C'est partagé. Voilà. Monsieur Awana, c'est pourquoi ça n'est jamais implémenté. Parce que les gens se sont partagés un tout petit peu les coins de mangeoire. Et puis, tant pis pour le commun des mortels qui attache la ceinture. On a le mot résilience qu'on nous a servi. On est résilient, on arrête d'être résilient. On a perdu même pour certains le sourire à force d'être résilient. On n'arrive plus à envoyer nos enfants à l'école. On n'arrive plus à manger décemment au Cameroun. Encore moins d'avoir des boulots décents. Parce que pour moi, un boulot décent, c'est un boulot qui te donne un salaire respectable tous les mois. Et te permet de louer une maison décente. Donc, du coup, tous on est en train de vivre des situations alarmantes et on constate tous ensemble quand même qu'il y a une catégorie de Camerounais qui, eux, n'ont pas le droit de ressentir cette situation et ça crée un malaise. Ça crée un certain malaise quand même au sein de la population. Tout à fait, parce que l'histoire de réduction du train de vie de l'État, ça ressemble à peu près à l'article 66. Ah ouais. L'article 66 qui est basé sur la déclaration des biens. Le Cameroun a ceci de particulier, c'est que lorsque on vote une loi, on met aussi un verrou pour ne pas l'appliquer. Ils appellent ça les décrets d'application. C'est arrivé là. C'est à peu près comme le code du travail du FMI et de la Banque mondiale de 92. Qui est venu phagocyter les emplois et qui a clochardisé une bonne partie des Camerounais. C'est ça, Madame Ngezele. Voyez-vous, un ministre, fut-il, bon, je ne voudrais pas donner son grade, qui se retrouve avec 21 véhicules de service et que ses bureaux ne sont pas à plus d'1 kilomètre de sa résidence. Vous trouvez ça normal? Non. Vous avez des dotations en carburant. Alors qu'on est en train de demander aux Camerounais de payer le litre de carburant à pratiquement à 1000 francs. Vous avez des écoles, l'éducation, on nous dit que c'est gratuit. Vous avez des écoles primaires, maternelles, qui coûtent plus cher que des IPES, c'est-à-dire des instituts privés d'enseignement supérieur.
Madame Gesele, il y a eu un slogan à une époque où on disait que le pays va mal. Parce que quand vous voyez un ministre de la République, lorsqu'il va chez lui le week-end, mais c'est tout un cortège des Prados. Mais je n'ai pas dit des Prados noirs. Voilà. Sauf qu'elles sont très souvent noires. Un cortège qui l'accompagne au village avec toute une délégation. Madame Gesele, le professeur Obama, Jean-Baptiste, le philosophe africain, avait posé une question sociologique très pertinente. Est-ce que l'immobilier a déjà développé un pays? Moi, j'ai voyagé le monde à 5 continents, j'en ai fait 4. Hein. J'ai fait l'Interland. Jamais vu où l'immobilier peut développer un pays. Mais regardez, c'est qui commence à pousser ces immeubles de manière anarchique. Voilà. Ça, c'est encore un autre pan du problème, c'est-à-dire les problèmes d'urbanisme. Ouais, voilà. Les urbanistes, je ne sais pas s'ils sont là. Je vous dis, vous allez... Je n'ai jamais vu une république où les fonctionnaires sont immensément riches par rapport aux hommes d'affaires qui créent des richesses. J'ai jamais vu un pays où on a développé ce qu'on appelle des castes privilégiées. Le Cameroun se retrouve divisé en deux. Il y a le Cameroun des uns et le Cameroun des autres. Des en haut et des en bas. Voilà. C'est comme ça que le commerce alors, à ce moment, pour mieux enfoncer le clou et envoyer les gens au cimetière de la pauvreté, ils ont encore développé ce qu'on appelle des impôts. Tout est imposable. Même la pomme ou le doigt de banane de ma grand-mère au village est imposable. Actuellement, même pour voyager, on vous impose des taxes à payer avant de sortir de l'aéroport. Le cyber, l'internet est imposable. Vous avez vu, ils ont tué quelque chose qui prenait de l'envol, les influenceuses. Parce qu'on leur demande maintenant, vous serez imposé ou imposable. Bon, voyez-vous, dans une telle république, ça crée ce qu'on appelle des frustrations à nul autre pareil. Vous comprenez un peu? Donc, on nous a servi un premier slogan. Retroussons les manches. Non, comprenez un peu, hein? Il faut lire ces choses-là en filigrane. Retrousser les manches, pas que retroussons les manches. On les a retroussés jusqu'aux épaules. Ça n'a rien donné. L'autre slogan, rappelez-moi, vous venez de citer ça. La résilience. La résilience. Alors, moi j'aime bien atteindre ma limite de résilience. Voyez-vous, dans cette histoire de résilience, dites comme Césaire, aimé Césaire, les Antilles qui ont faim, les Antilles dynamitées d'alcool, grillées par la petite vérole. Vous savez ce que vous appelez la petite vérole? La varicelle, l'herpès. Mais on ne peut plus se soigner. On ne peut plus se soigner au Cameroun. Ah ben oui. Même si vous avez le paludisme, un seul comprimé de Nivaquine, d'abord vous ne trouvez même pas ça. Voilà, il n'y en a plus. Et puis, vous n'avez pas de moyens parce que nous sommes dans l'ère d'un capitalisme sauvage. Tout est taxé. Voilà, parce que si vous n'avez pas de l'argent au Cameroun, vous êtes appelé à disparaître à l'heure actuelle. Alors que, mais où est la sécurité sociale, Madame Gesele? Elle est où la sécurité sociale? On ne sait pas, ça bat de l'aile, ça fout le camp. Regardez comment ces ministres de la République qui mènent une vie ostentatoire, au vu et au su de tout le monde, personne ne s'en émeut. Le sont des chapelles politiques, que vous soyez du RDPC ou du MRC, vous êtes Camerounais et vous vivez au Cameroun, vous vivez ces choses-là et vous vivez avec ces choses-là. Mais est-ce qu'on peut réduire finalement quand on se Tout dépasse, Madame Gesele, tout dépend de la volonté politique. Quand le politique n'a pas signé, nous pouvons rester avec vous ici du 1er au 42, comme ma grand-mère dit souvent. On va élaborer toutes les stratégies. Si le politique ne valide pas, c'est peine perdue.
On va brailler, il faut que le politique décide. Mais qui est donc politique? Mais c'est celui qui implémente ces choses-là. Et vous voyez donc que rien, pour le moment, rien ne peut changer sous les tropiques. Le ciel est toujours bleu. Et la mer ne changera jamais de couleur. Par conséquent, retroussons les manches jusqu'au cou. Soyons résilients jusqu'à la moelle épinière. Rien ne changera. D'accord. Sauf que la mer, quand elle est en colère, elle change de couleur. Hein? Et il ne faudrait pas la mettre en colère. Parce que, oui, bien sûr, quand les vagues... Quand il y a les éclairs, ça change de couleur. Hein? Quand les vagues bougent, voilà, ça il peut y avoir un naufrage. Mais les vagues bougent combien de fois? Il faudrait donc... Et il faut qu'il y ait un phénomène chimique qui va faire bouger les vagues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une psychanalyse collective ici. Voilà. Mais le problème, c'est que qui va psychanalyser qui? Moi, je suis en train de vous psychanalyser. Parce que nous sommes tous pécheurs. Non, il y a des pécheurs, monsieur Awana. Non, je vais chuter. Oui, je vais chuter par là. Je vais vous dire que... Parce qu'il y a des péchés où je ne suis pas dans l'association du genre de péché. Nous irons tous au paradis. Non, on avec les bons, les moins bons et les mauvais. C'est faux. Nous irons. On va se séparer. Chacun va prendre son couloir. Il y a ceux qui iront au paradis pour ceux qui y croient. D'autres iront en enfer. D'autres vont rester en suspension. L'enfer existe où? Apôtre. Ça existe sur cette terre, l'enfer bien ailleurs. Aujourd'hui. Moi, j'ai suivi quelqu'un dire même que lui, arrivé devant le Seigneur, il aura le drapeau du Cameroun. Pour rappeler qu'il a déjà fini son enfer. Pour rappeler que lui, il a déjà fait l'enfer. Donc, il n'a pas besoin qu'on comprenne son problème direct. Donc, il souhaite qu'on l'enterre avec un drapeau. On peut sourire, hein, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que je me disais quand même, et il a raison, M. Aron, tant que les gouvernants ne décident pas de mettre une politique, d'implémenter cette réduction du train de vie de l'État, on va tourner en rond. En attendant, c'est les Camerounais lambda qui payent le prix de ce problème économique que connaît le Cameroun. Pourtant, dans ces petits coins-là, on peut récupérer quelques milliards. Hein, les bombes de carburant, là, je vois, on brûle même à la fin de l'année parce qu'on n'a pas utilisé. Mon frère, même donner à quelqu'un quand il vient dans ton bureau, les gens... Il y a un élément important, madame Gessele, il y a un élément très important aussi que vous soulevez, c'est-à-dire les évacuations sanitaires. Ça nous coûte tellement excessivement cher. Mais il y a des Camerounais qui ont des projets phares pour construire des hôpitaux de référence, mais tout est bloqué dans les banques. Ils peuvent même importer de l'argent, mais on détourne cet argent-là et on vous envoie, vous promener dans les justices, dans les tribunaux. Là où tu peux faire les allers-retours jusqu'à tes pieds se cassent. La corruption est versée dans tous les recoins. Tout à fait. C'est encore une autre affaire là-bas, la justice. Mais c'est un autre débat. Je vais revenir avec la justice un jour ici. J'ai mes problèmes avec la justice ces derniers temps. A dit ça commence dans les gendarmeries, les commissariats. Non, là-bas même c'est encore grave, madame. Non, j'arrive, je vous donne un élément sociologique. Je ne me donne pas. En 2 secondes. Non, ne me donne pas. Ne me donne pas. Je suis de ce côté. Sinon, ça c'est une discussion qui va créer un autre débat. Je reste focus. Je suis en train de parler de la réduction du train de vie de l'État, monsieur Willy Mengue. On a un gros souci dans ce pays. Qu'est-ce qui empêche qu'on implémente cette décision? Parce que autant mieux, plus on est en train de se demander si c'est nécessaire ou pas. On est tous d'accord sur ce plateau que c'est une urgence même. Qu'est-ce qui empêche que des gens qui peuvent simplement signer, qu'on commence à implémenter, à appliquer cette décision-là, ce soit aussi difficile? Alors, il s'est passé quelque chose de très important, mais qui à la limite était un peu perçu, rien que sous un couloir, en 1993. 1993, le Cameroun est sous ajustement structurel avec le FMI. Alors, automatiquement, il faut baisser le salaire de la fonction publique, qui allait pratiquement à 60% de baisse. Et il faut réduire l'âge de la retraite à 55 ans. Il faut recruter de moins en moins dans la fonction publique. C'est des mesures qui avaient été prises de manière drastique et automatique. Sauf qu'au même moment, nous sommes en 93, c'est-à-dire on vient de sortir des élections présidentielles de 92. Le gouvernement d'union nationale est formé. Au même moment, la taille du gouvernement a pris une certaine épaisseur. C'est-à-dire, on demande de baisser les salaires à 60%, la fonction publique, mais on augmente la taille du gouvernement.
Et la taille du gouvernement a commencé à prendre cette épaisseur depuis le gouvernement 92 jusqu'à l'heure actuelle où nous sommes déjà pratiquement à 65 ministères. Alors que le souci était de pouvoir mieux redistribuer la croissance économique nationale dans les différents secteurs, partant donc des fonctionnaires et puis juguler dans des secteurs qui étaient complètement asséchés. Par exemple, les services sociaux permettent à ce que les uns et les autres puissent avoir de l'eau potable, de l'électricité, ainsi de suite. Ce qui se passe en 93. Il y a donc eu quelques réajustements depuis 2008, que ce soit en 2008, 2023, 2024, qui sont dans les 45%. C'est-à-dire, le fonctionnaire de 93 ou avant 93 touchait mieux que celui d'après 93. Et le train de vie de l'État n'a fait que continuer, n'a eu qu'une tendance haussière. Alors, il faut regarder. Quand on entre dans les chiffres, il faut faire des éléments comparatifs. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui motive l'ordre actuel à faire grossir davantage le train de vie de l'État, l'appareil de l'État et puis le train de vie de l'État, le budget de fonctionnement. Si vous prenez le cas du Cameroun, nous sommes dans 475 km², c'est 30 millions d'habitants. C'est-à-dire, le Cameroun, pratiquement, c'est moins de la moitié du nombre d'habitants de la France, parce que la France est à 68 millions d'habitants, au dernier chiffre. La France, c'est depuis la 5e République, parallèlement dans les 30 ministres. C'est-à-dire, la moyenne, c'est depuis la 5e République, c'est dans les 30 ministres, quand ils ont trop fait, c'est 35 ministères. Vous prenez le cas de l'Allemagne, c'est pratiquement la même chose. Le chancelier tourne autour de 20 à 25 ministres fédéraux, comme on les appelle là-bas. L'Allemagne qui a 85 millions d'habitants. Et voilà l'une des plus grandes puissances économiques de l'Europe. Et l'une des plus grands fournisseurs ou sponsors du FMI, derrière lequel le Cameroun s'approche, par exemple, pour s'endetter. Alors, on comprend que, en fait, la performance d'un État ne dépend pas forcément de la taille du gouvernement, encore moins du confort matériel dans lequel baigne ce gouvernement. Le Cameroun, avec ses 30 millions d'habitants, a plus de 65 ministères. Et regardez donc, quelqu'un, M. Aron a évoqué aujourd'hui le parc automobile de l'État. Regardez le parc automobile de l'État, la qualité du véhicule, la qualité. Je vous assure. La qualité. Quand on parle de Prado, peut-être c'est quelques 5 lettres. Mais regardez ce que vaut une Prado en termes de chiffres. Le ministre, son cabinet, monsieur le secrétaire général, son cabinet, le chef de service. Quand vous regardez le parc auto de l'État, la maintenance annuelle, le fonctionnement annuel, on comprend que les motivations de l'ordre qui règne politiquement ne sont pas dans la performance de l'État, mais sont dans le fait de vouloir satisfaire les alliés politiques. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, à chacun sa petite part, pourvu que l'ordre soit maintenu. C'est ce qui se passe. On ne vous demande pas d'être performant. On vous demande juste d'avoir le maximum de biens matériels pour faire asseoir votre influence politique. Autrement dit, on entre là dans ce qu'on appelle vraiment une gouvernance de prédation. On a souvent le fait de dire, oh, c'est des mots qu'on a, c'est une gouvernance de prédation. Effectivement. Et on est dans les privilèges. La République n'aime pas les privilèges. Parce que d'un côté, on a un gouvernement avec ses démembrements qui baigne vraiment dans les grâces de l'État, et un peuple qui est complètement asséché. Il n'y a pas d'eau, on a des problèmes d'électricité, les routes, elles sont ce qu'elles sont, le logement, il est ce qu'il est. Un ensemble de problèmes que les coupes budgétaires affectées au fonctionnement de l'État pouvaient n'est-ce pas permettre d'être résolus. La République des privilèges tue la République. Car ce sont les privilèges qui ont été, n'est-ce pas, déconstruits pour que vive la République. Quand vous lisez l'histoire de la création de la République en France, c'est parce qu'il fallait que le clergé et le clergé et la noblesse n'aient plus accès aux privilèges. Il fallait tuer les privilèges. La nuit on appelait ça la nuit le mot va venir, il fallait tuer les privilèges, il fallait que tous les citoyens français se retrouvent au même pied d'égalité. C'est ça la République. Mais au Cameroun, c'est pas ça. On ne construit pas la République, on construit un certain nombre de privilégiés qui ont accès
au bénéfice de l'État. Le gouvernement des élus. Le gouvernement, c'est effectivement ça. Et les privilèges créent donc les frustrations. Quelqu'un a glossé cela tout à l'heure dans son intervention. Parce que c'est des frustrations de constater que vous êtes là, comme assis dans un gradin, vous voyez les autres s'abreuver, inondés de bienfaits, ils vont au village le jeudi, parce qu'ils ne vont pas le vendredi, ils vont au village le jeudi, ils vont revenir mardi soir, et puis 2 ou 3 jours, ils arrivent au travail avec des cortèges, des véhicules qui coûtent cher à l'État. Donc, il est tout à fait normal qu'on tourne la page. C'est l'une des préoccupations de la Troisième République au niveau du camp. C'est-à-dire, celui qui doit venir vraiment doit se pencher sur la nécessité d'abolir les privilèges de ceux qui représentent l'État. Parce que le confort matériel n'est pas forcément un signe de performance dans l'État. Si le confort matériel avait été un signe, c'est que le Cameroun est développé. Parce que le Cameroun est dans le confort matériel que les puissances économiques même ne connaissent pas dans la gestion de l'appareil de l'État. D'accord. Monsieur Messi, vous adhérez au fait qu'on doit réduire quand même ce train de vie, ou peut-être le processus est en cours, ou c'est en train d'être fait et puis nous on ne ressent pas? Non. La réduction du train de vie de l'État, c'est une vieille préoccupation. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on la pose sur la table. Et si vous suivez bien le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, dans tous ses discours, il est revenu sur la nécessité pour l'État de réduire son train de vie. Le 31 décembre dernier, s'adressant à la nation, il est revenu là-dessus. Bon, maintenant, pourquoi l'État doit réduire son train de vie? Parce que le processus est là. Au-delà de tout ce que moi j'ai suivi ici, il est question que dans cette économie résiliente, qui fait en sorte que personne n'est épargné. Vous avez vu avec l'augmentation du prix du carburant. Ça donnait un autre impact. Pourquoi on augmente le carburant? Parce qu'on pense que les subventions de l'État privent ces derniers d'une bonne masse monétaire pour un investissement ailleurs. Maintenant donc que l'État arrête de subventionner, maintenant également, on pense que cela doit s'accompagner par la réduction du train de vie de l'État. C'est-à-dire mettre un accent sur la qualité de la dépense publique. Qu'est-ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'État? Je vais vous prendre des exemples simples. Après avoir je vais vous prendre des exemples simples. Et c'est déjà opérationnel depuis peut-être 5 ans. Si je vous prends des missions, des missions au niveau de la fonction publique. Vous savez par exemple que les missions à l'étranger aujourd'hui sont autorisées pour toutes les administrations par le Premier ministre, chef du gouvernement. On pouvait aller en mission 10 personnes. Aujourd'hui, si vous êtes autre 3, 4 pour une mission, l'organisation des séminaires, des forats, des colloques, des commissions et autres choses qui étaient quelque part budgétivores aujourd'hui, tout cela a été assaini pour essayer de réguler cette dépense publique. Vous avez parlé des bons de carburant. Ça fait partie du train de vie de l'État. La problématique est sur la table. C'est-à-dire que, est-ce que avec des voitures qui coûtent excessivement cher et des bons de carburant coûtent également à l'État cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir le juste milieu. C'est ce que j'appelle la qualité de la dépense publique. Donc ils sont en train de réfléchir. Ils ne réfléchissent pas. Je vous parle de ce qui se passe en ce moment. Comment ça? Moi, j'ai des informations. C'est-à-dire que je vous parle des missions, par exemple. Je vous parle des voitures aujourd'hui. Les administrations aujourd'hui achètent des voitures par l'autorisation du Premier ministre, chef du gouvernement. Mais ils achètent quand même, c'est ça. On ne dit pas qu'ils ne vont plus acheter. On en achète toujours. Donc on n'achète plus comme au bon vieux temps. Ah, ça veut dire que certains voitures qu'on a peut-être 900 voitures d'achetées. Nous sommes très sérieux sur ce débat. On ne voit pas la conséquence sur le terrain. On continue à constater que le train de vie de l'État, je dis, il a plutôt tendance au croissant. Si, dans votre environnement, vous avez un directeur peut-être d'une administration centrale, il vous dira tout ce que je vous dis là, qu'il y a beaucoup de privilèges. Il n'a pas besoin de le dire parce que nous voyons avec les... C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez parlé tout à l'heure des évacuations sanitaires. Il n'y a pas beaucoup de temps. Le président de la République lui-même a instruit
pour que ces évacuations sanitaires soient l'objet d'une autorisation préalable du président lui-même. Le secrétaire général de la présidence a répercuté l'instruction au niveau du secrétaire général du Premier ministre. Et on n'évacue plus. On effet immédiat, est-ce qu'on évacue la note, écoutez, est-ce qu'on n'évacue plus? Vous avez vu la note du délégué général de la Société nationale de développement? Il y a un problème entre le discours. Il y a un problème entre le discours. On ne dit pas qu'on n'évacue plus. Les notes et l'application sur le terrain. Mais les évacuations seront maintenant contrôlées. Oui, bon, pas d'avancer. Non, les évacuations sont désormais contrôlées. Par qui? Par qui? Le chef de l'État le fait. Parce qu'il a instruit que plus d'évacuation sanitaire sans son autorisation. Tout le monde ici est quand même d'accord. Est-ce que ça fait un mois que cette décision a été prise? Est-ce que ça fait un mois que le délégué général de la Société nationale a instruit à tous ses services déconcentrés pour qu'ils soient vigilants pour ces évacuations sanitaires? Aujourd'hui, vous voyez un policier en cavale de son Rosalie. Vous voyez un policier il y a des actions qui sont menées, il y a des actions qui sont posées pour que la réduction de train de vie soit réelle. Mais est-ce que c'est assez? Il faut peut-être aller plus loin. La preuve, c'est que le chef de l'État en parle plus de 5 ans aujourd'hui. Mais nous sommes tous d'accord que les habitudes ayant la peau dure, certains privilèges, certains ne sont pas prêts, beaucoup plus avec la décentralisation. Vous savez que la décentralisation est aussi une stratégie de la réduction des terres de vie de l'État central à travers le transfert des compétences et des ressources. Les compétences et des ressources. Vous savez que là encore, il y a une difficulté. Parce que certains pensent qu'au niveau de l'État central, ils ne peuvent pas se départager des pouvoirs et des moyens nécessaires pour que tout cela mette en place. Mais nous sommes dans un processus irréversible. Toujours, comme irréversible. D'accord, ça pose donc le problème de l'État central qui est pourvoyeur de tout ou qui prend toutes les décisions. Donc aujourd'hui, il faut déconcentrer. Il faut quoi dire? C'est l'expression. C'est le mot qui la déconcentration. Ou alors la déconcentration. Parce que dans la déconcentration, on tourne en rond autour du concentré du pouvoir. Aujourd'hui, il est question de disloquer le poids des décisions centrales. Oui. Nous, on veut pour les voitures dans les partis. Pour que ces compétences et les moyens aillent vers des collectivités territoriales décentralisées. Voilà donc. Vous savez pourquoi vous cherchez trop de mots, monsieur. La mission donc du Sénat qui est aujourd'hui de mettre en place la décentralisation. Beaucoup d'efforts pour que l'État central reste avec le minimum pour son fonctionnement. Qui va rester avec le minimum? C'est comme ça des problématiques aujourd'hui. Qui va rester avec le minimum? D'accord. Vous allez empêcher à M. Kavada d'acheter 80 milliards. Vous allez empêcher à Nia d'acheter son véhicule qu'il désire acheter. C'est pas une affaire de quartier. Je vous dis que ce régime-ci là, c'est un groupe de prévaricateurs. Ils sont là pour, n'est-ce pas, vivre et jouir. C'est pour ça que je peux parler. Les actes forts, monsieur Émile Messi, qu'on attend du président de la République, il veut réduire effectivement le train. C'est de réduire d'abord son pour réduire la taille du gouvernement. Ne plus permettre à ce que le monsieur le ministre et sa suite puissent avoir des véhicules de 120 millions, 90 millions, et ils en ont en plusieurs unités. Vous avez déjà vu quand le président de l'Assemblée nationale va à l'aéroport, tant qu'il le lycée Leclerc là, pour aller à l'aéroport, c'est moins 12 véhicules. Ça se passe devant moi tous les jours. 12 véhicules. Pas n'importe quel véhicule. Vous avez bien vu, je ne sais pas si vous pouvez étaler tout ça ici. On a compris qu'on a besoin de vous faites combien 65 ministres? Qu'est-ce qu'on fait? Le Cameroun n'a pas besoin de 65 ministres. On n'en a pas besoin. Et même des généraux qui ne sont pas M. Messi disait tout à l'heure par rapport à l'augmentation des prix du carburant. Il adosse ça au FMI à autre. C'est faux. Le Cameroun, la dette extérieure du Cameroun, c'est 8 000 milliards en devises. Sans compter la dette intérieure. Et tout
les administrations camerounaises sont hyper endettées. L'Assemblée nationale, c'est 22 milliards de dettes. Les chiffres sont là. Et je vous envoie à la SNI. Vous allez consulter ces chiffres-là. Alors avec ça, le pays, le Cameroun ne pouvait plus continuer à subventionner le carburant. Il faut, mais je vous rappelle qu'il y aura encore une autre augmentation. Retenez ce que je vous dis ce soir. Il y aura encore une autre augmentation de cette histoire-là. Et la dette qui détient la dette du Cameroun, la France, la Chine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le FMI, la Banque islamique, c'est ça. Non, monsieur Messi, nos arrière-petits-fils vont payer cette dette. On va récupérer cet argent, quand nous sommes en train de parler de cette histoire de réduction du fonds de l'État, les gens pensent que c'est de la blague. Non, c'est pas de la blague, c'est un phénomène très sérieux et qu'il faille vraiment des problématiques et des paradigmes pour essayer de réduire ça. Parce que c'est le pauvre contribuable camerounais qui en pâtit, qui souffre. Le panier de la ménagère est menacé. Alors, pendant ce temps, il y a une caste privilégiée des Camerounais qui vivent de manière ostentatoire. Et ça n'émeut personne. Et ça crée des rien. D'accord. Maintenant, donc, ça crée des frustrations. Oui, j'ai ceci de particulier. Moi, je parlais des faits. Je ne fais pas de spéculation. Tout ce que je vous dirais là, la réduction du train de vie de l'État est une préoccupation permanente dans ce pays. Non. Elle est réelle sur les faits que je viens de vous poser là tout à l'heure. Bon, peut-être lorsque nous avons un regard peut-être extérieur par rapport à ce qui est fait, on peut parler comme Willy Mungue, on peut parler comme le militant de FDR. Mais au fond, il y a des choses qui sont faites que M. Awana devrait maîtriser ici par rapport à la qualité de la dépense. Parce que je mets un accent là-dessus. D'accord. Mais en même temps, l'État, reste aussi de l'État. C'est-à-dire l'État a un minimum de confort. Monsieur Messi, c'est comme si s'il vous plaît, monsieur Messi, du LGPC, il faut savoir que ici sur ce plateau, comment sont gérées les recettes du pétrole? Vous nous dites ça? Les recettes du pétrole? Oui. Ça va dans quelle ligne budgétaire? Les recettes du pétrole. Non, il ne peut pas vous dire. Non, non, ça il est coincé. Ce sont des comptes secrets de la présidence. Ce sont des comptes secrets. Nous savons s'il parlait de ça, 15% du budget de l'État est issu des recettes du pétrole. Non, c'est dans monsieur Messi. C'est dans quel chapitre? C'est dans quel chapitre? Moi j'ai la loi des finances de 2020. C'est dans quel chapitre? Oui, ça va dans quel chapitre? Le chapitre c'est pour la dépense. Oui, bien sûr. Quand on vend le pétrole, c'est pour dépenser. Non, c'est pour dépenser l'argent. Les budgets, ce sont des prévisions. C'est des prévisions. C'est pas de l'argent liquide. Mais quand vous avez vendu le pétrole, vous avez encaissé de l'argent. Comment est-ce que vous gérez? Vous placez dans une gestion. J'ai dit que le budget, ce sont des prévisions. Vous vendez le pétrole. Vous recevez de l'argent. Comment vous gérez ce pétrole-là? L'argent reçu. Les Camerounais doivent savoir. Le pétrole, c'est pas le pétrole. C'est tout simplement. Merci. Ce qui est sûr, c'est qu'on parlera encore de ce pétrole longtemps dans ce